Il était environ 15h15 quand je me suis mis à creuser. Il court, il saute. Par ces bâtiments de surface, Takoamo ressemblait à un camp d'entraînement. Les parents découvrent les voiles du baldaquin dans le désordre que vous voyez. À la fin des années 80, Arte, via la 7, diffuse une série étrange, Les Documents Interdits. Une collection de vidéos et enregistrements retrouvés à travers le monde et présentant des affaires étranges, fantastiques, voire terrifiantes. Un naufragé perdant la raison, une équipe de tournage qui disparaît, ou encore des soldats mécaniquement augmentés sont quelques exemples de ce qui se trouve sur ces mystérieuses bandes. Préparez-vous pour un voyage au-delà des limites de l'étrange. This is a special. Les amis, soyez les bienvenus dans cet épisode de Ciné Étrange. Pour le dossier de cette fin de saison, qui a beaucoup tardé et j'en suis désolé, j'avais plusieurs idées. Puis j'ai entendu parler des documents interdits. Et là, la baffe. Cette série de mini-documentaires présente des choses vraiment étranges, angoissantes et dérangeantes. Je vous propose donc qu'on plonge dans l'univers troublant de ces vidéos retrouvées diffusées à la fin des années 80. Entrons ensemble dans l'histoire mystérieuse des documents interdits. Pour se faire une idée de ce que renferment ces vidéos retrouvées, je vous propose de faire un tour d'horizon des 12 épisodes qui composent cette série. Il existe aussi un épisode pilote intitulé La Barque, diffusé sur Antenne 2 avant la série originale. Malheureusement, durant mes recherches, impossible de mettre la main dessus. C'est apparemment un épisode rare, voire perdu. Éteignez la lumière, mettez le son à fond, on plonge dans le gouffre de l'étrange. Après le naufrage d'un navire soviétique, un homme dérive seul sur un canot. Il a une caméra, des rations et filme ses jours d'attente. Peu à peu, ses paroles changent. La faim, l'isolement, puis une présence qu'il croit voir. Un navire passe, mais il ne tire pas sa fusée de détresse. Comme hypnotisé. Le 42e jour, il filme une lumière aveuglante et quitte la barque pour nager vers le large. La caméra sera retrouvée plus tard sur une plage de Madagascar, avec les images que vous venez de voir. « 11 juillet 1970. 4 amis partent camper à Roxakazone, près de Greenfield. Après le repas, l'un d'eux dit entendre une musique que lui seul perçoit. Il se lève, s'élance dans les dunes, puis disparaît, littéralement. Le paysage si vaste devient soudainement fermé, étouffant. « 2 décembre 1953. 2 hommes se retrouvent dans une région aride. Ensemble, ils partent vers un lieu appelé « chez ceux que l'on ne nomme pas ». Durant leur périple, des silhouettes noires et floues se mettent à les suivre. L'un des 2 hommes disparaît de son plein gré ou contre sa volonté. Sur une plage isolée, un groupe de militaires ou de scientifiques se prépare pour une opération. Ils s'approchent en canot d'un homme nageant au large. Celui-ci attrape un plongeur et l'attire vers le fond avec une force surhumaine. On le retrouve 7 jours plus tard, traumatisé, incapable de parler. Marella, 1934. Une maison disparaît littéralement en une seule nuit. À la place de celle-ci, une vieille femme, assise sur une chaise, portant un voile noir. Les habitants parlent d'une sorcière. Elle disparaît quand on tente de lever le voile. Les habitants sont ensuite contraints de fuir suite au rachat de leurs terres. Le narrateur retrouve la vieille femme assise, comme si elle l'attendait. Sicile, en pleine Seconde Guerre mondiale. Un soldat filme son quotidien, principalement des fleurs, des pierres, les habitants. Un jour, il filme une plage et voit 2 silhouettes sortir de l'eau. Il se rend sur place et ne les retrouve pas. Il pose la caméra et s'enfonce dans la mer pour ne jamais revenir. « 1990. Tibor Nagy se tient à un carrefour désert.
Chaque année, à la même date, il revient ici, pour raconter son histoire, pour projeter ses images. Son histoire débute en 1941. Après son arrivée aux États-Unis, il fonde une famille. Une vie ordinaire, jusqu'au 15 avril 1954, le jour de ses 40 ans. Ce jour-là, leur voiture s'immobilise. Une ombre les recouvre. Le véhicule est transporté dans une salle blanche où se trouve une silhouette casquée. Par la vitre, la lune. Tibor filme tout. Puis, ils sont renvoyés sur Terre. Les médias le ridiculisent. Les autorités rejettent son témoignage. Pourtant, la ville voisine est détruite et la route de l'incident défoncée. Accompagné par ceux qui acceptent de l'écouter, Tibor continue de projeter ses images. Il dira un jour « Mon vrai pays, c'est la Lune. C'est là que je voudrais reposer. » Peter naît le 10 octobre 1979. Ses parents filment son enfance. Puis, des objets se mettent à bouger tout seuls. Un médecin l'examine. « Votre fils est un monstre », dira-t-il. La famille s'enferme. L'enfant devient colérique. Son chien et sa mère disparaissent. Il est finalement placé en institut où ses pouvoirs continuent de grandir. En 1973, M. Krohn confie ses films Super 8 à la bibliothèque de Church Road. Des années de bobines, sa rue, ses voisins, et parmi eux, la famille Young. Les deux familles ont un enfant la même année, Gloria et Robert. Ils grandissent ensemble, se marient. Tout est filmé. Même le divorce des Young, même les silences. Un jour, une domestique disparaît, Maria Mendoza. Peu après, M. Krohn surprend son voisin brûlant des feuilles. Comme par instinct, il offre un chien à Madame Young. Quelques semaines plus tard, l'animal gratte près d'un bosquet. Madame Young appelle M. Krohn. Il creuse. Le corps est là. Ils se taisent. Pour préserver leur famille. 20 ans plus tard, après la mort de M. Young, M. Krohn dépose ses films à la bibliothèque. Pour que la vérité éclate. Dans un ancien centre de recherche à Tacoamo, les questions s'empilent. En 1961, 3 visiteurs d'un autre monde sont accueillis. L'un d'eux disparaît dans la nature. On pense le retrouver seul dans un appartement. Le lendemain de sa mort, l'homme marche pour la première fois sur la Lune. « 15 mai 1989. En direct sur WACN, l'émission At Once reçoit l'appel d'Anna Marie Ferguson. Elle évoque des bruits étranges dans sa maison au 1036 Sun Avenue. Une équipe est envoyée. La porte est entrouverte. Le manoir paraît vide. Ils entrent. Les couloirs sont sombres. Le signal se brouille. Le contact avec la régie se coupe. Une seconde équipe part sur place. Il est trop tard. La première équipe entend une respiration, aperçoit une forme, puis un couloir interminable, impossible. L'image se dégrade, le signal disparaît. Plus tard, on découvre qu'Anna Marie Ferguson a bien vécu à cette adresse, mais dans les années 30. Ce même jour, elle avait effectivement passé un appel pour signaler des rats. Les journalistes, eux, n'ont jamais été retrouvés. Près du fleuve Aldan, un camp regroupe les membres d'un ancien programme appelé SCAR. Des humains augmentés mécaniquement. On suit le quotidien de Piotr qui confie que le matériel fonctionne mal et qu'ils sont tous des oubliés de la guerre froide. Vous venez sans doute de voir les extraits des affaires les plus mystérieuses jamais diffusées à la télévision. On se retrouve vraiment englué dans une ambiance extrêmement étrange, sublimée par des voix off, tout aussi mystérieuses. Mais ce n'est pas tout. En 2010, Arte diffuse un 13e épisode inédit intitulé Après la découverte de 110 bobines Super 8, on trouve sur celle-ci la surveillance d'une famille est-allemande dans les années 1970. Au fil des images, le narrateur semble prendre la place du mari, le séquestrer et organiser un meurtre. Une fois que la famille paraît restaurée, il repart pour un nouveau travail. Là encore, on ne sait pas réellement devant quoi on se trouve. Tous ces enregistrements montrent des événements troublants et difficiles à croire. Et pour cause, tout ce que vous venez de voir est faux. Les documents interdits sont la création d'une personne talentueuse qui a bien secoué la télévision au moment de leur diffusion.
Si vous voulez voir les segments complets, et je vous invite vraiment à le faire, ils sont disponibles en location sur Vimeo. Je vous mets le lien en description. Et surtout, ces reportages sont les précurseurs de quelque chose de bien plus grand. D'un genre qui fascine encore aujourd'hui. Et je ne parle pas du found footage ou du sous-genre documentaire. Non, non, c'est autre chose. Avant d'en arriver là, laissez-moi vous raconter les origines de ces étranges courts-métrages. Ces informations viennent de mes recherches, mais aussi d'une interview du créateur, diffusée sur la chaîne de Sniper avec la participation d'Alt236. Là aussi, je vous mets le lien en description et je vous invite à aller découvrir leur chaîne. Nous sommes à la fin des années 80. La 7 a besoin de ce que l'on appelle un habillage de chaîne. De courts segments pour combler la grille de diffusion. Après qu'Antenne 2 ait diffusé La Barque quelques années plus tôt, le directeur de l'unité documentaire de la 7, Thierry Garel, demande alors à Jean-Teddy Philippe s'il souhaite créer une série de mini-faux documentaires. Mais qui est donc Jean-Teddy Philippe? Réalisateur atypique, il est passé de publicité primée à une fiction quasi expérimentale. Fan de documents d'archives, extrêmement à l'aise en technique comme en direction artistique, il part d'une idée simple. On a retrouvé des films partout dans le monde, tous parlant d'événements extraordinaires, de faits incroyables, pourvu que l'on croit en leur authenticité. Inspiré par des auteurs comme Paul Auster ou des récits comme L'invention de Morel, Jean-Teddy Philippe se lance alors dans la création de ce qui deviendra les documents interdits. En termes de performance visuelle, Jean-Teddy Philippe fait très fort. Pour tourner, il n'utilise que des appareils et des méthodes d'époque. Pas d'ajout de lumière, réel aspect amateur, sans fioritures, restant irrémédiablement brut. Des acteurs amateurs renforcent encore l'aspect enregistrement retrouvé. Ça va jusque dans les détails des marques de voitures pour garder une cohérence totale avec le récit. On a vraiment l'impression de se retrouver devant de réels documentaires tant la forme y est. La question que s'est posée Jean-Teddy Philippe est « Comment on allait pouvoir y croire ?» Et apparemment, il a trouvé la réponse. Est-ce que l'on aurait affaire ici au tout premier documentaire? Eh bien, non. Les documentaires existaient déjà bien avant. On peut citer David Holtzman's Diary en 1967 ou Punishment Park en 1971. Certains sont même passés à la télévision britannique comme The War Game, réalisé en 1966 et diffusé en 1985, ou Alternative Tree en 1977. Ah, l'Angleterre, le berceau du célèbre Ghostwatch. Ils savaient déjà y faire à l'époque. Mais en France, personne n'avait jamais tenté d'en faire une véritable série régulière pour la télévision. C'est là que Jean-Teddy Philippe frappe fort avec les documents interdits, en amenant ce style troublant directement dans les foyers. Et comme il le dit lui-même, « Les documents interdits, sans la télé, ils n'auraient pas existé. » Ce qui a aussi aidé cette série à se hisser comme étant étrange et inquiétante, c'est que la presse à l'époque n'a pas vendu la mèche. Il n'y a eu aucune mention de l'aspect fictif des épisodes, que ce soit dans les magazines télé de l'époque ou sur la chaîne de sa diffusion. Et j'ai déjà évoqué la voix off incroyable qui reste cependant mystérieuse. Je n'ai trouvé aucun nom durant mes recherches. Si vous avez des infos, ça m'intéresse, donc n'hésitez pas à les mettre en commentaire parce que les voix sont fabuleuses. Pour l'épisode L'Examen, avec sa narratrice féminine, celle-ci n'est pas non plus créditée. Le seul autre épisode qui possède une autre voix, c'est le cas Ferguson. Et là, j'en suis pratiquement sûr, il doit s'agir de l'acteur Bradley Cole, qui interprétait Daniel dans la sitcom Les filles d'à côté. Mais là encore, aucun crédit concernant la voix off, donc impossible de confirmer. Si vous regardez les documents interdits, dites-moi en commentaire si cette hypothèse semble valable. Parce que moi alors j'en suis absolument certain. Petite parenthèse, Jean-Teddy Philippe a également réalisé un docu-fiction intitulé Roswell en 1997. Mais attention, il ne fait pas partie intégrante des documents interdits. C'est une œuvre à part, dans un style proche, mais à envisager séparément. Bien qu'ils aient été diffusés à la télévision à la fin des années 80, les documents interdits sont considérés comme une inspiration à ce qui est lié au style documentaire moderne, et même au found footage actuel. C'est une conclusion que l'on retrouve très souvent dans les reportages parlant de ces productions. C'est en écrivant cette vidéo que je me suis rendu compte qu'ils étaient potentiellement à l'origine d'un autre genre,
moins connu du grand public, mais culte sur Internet depuis quelques années, l'horreur analogique. Bon, avant de se lancer, l'horreur analogique ou l'analogue horror, c'est quoi? C'est un sous-genre dérivé du cinéma d'horreur et plus particulièrement du found footage qui mise sur l'esthétique des anciens médias, bande VHS, télévision à tube cathodique, anciens graphismes, etc. La plupart du temps, il s'agit de mini-séries horrifiques extrêmement anxiogènes, bourrées d'images dégradées et d'interférences visuelles comme sonores, possédant souvent une nature cryptique. On est dans une ambiance visuelle se situant généralement entre les années 1960 et 1990. Parmi les plus célèbres, on peut notamment citer Local 58, une fausse chaîne de télévision avec des messages inquiétants, Gemini Home Entertainment, une anthologie de clips VHS mêlant invasion extraterrestre et horreur, The Mandela Catalogue, une série YouTube où des doubles maléfiques manipulent les médias, Petscope, un faux let's play d'un jeu vidéo oublié, particulièrement dérangeant, Marble Hornet, web-série culte sur le Slenderman, ou encore les très célèbres Backrooms, avec son ton sérieux et cauchemardesque, le tout sous format VHS. Il y en a encore beaucoup d'autres, et si le sujet vous intéresse, vous pouvez le creuser parce que ça en vaut vraiment la peine. Popularisé à partir des années 2010, l'horreur analogique permet aux créateurs de proposer des programmes angoissants, complexes et bien souvent qualitatifs en termes d'expérience narrative, et qui sont idéales pour ceux qui aiment les ambiances cryptiques. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que tout ça existe déjà dans les documents interdits. L'horreur analogique repose sur une mise en forme avec des images anciennes et altérées, tout comme la création de Jean-Teddy Philippe. Cette esthétique volontairement ancienne et cette distance de documentaire renforcent un certain aspect réaliste. Comme le dit le créateur de la série, « Plus on met de distance avec ce que l'on trouve, plus on rend crédible ce que l'on montre. » C'est aussi l'idée de l'horreur analogique avec de faux programmes télévisés, de faux jeux vidéo et de faux documentaires. D'une certaine manière, les documents interdits peuvent être considérés comme une préfiguration à la télévision française de ce qui deviendra plus tard l'horreur analogique. Vous venez donc de voir des extraits de l'ancêtre de ce genre viral. L'ambiance granuleuse, les images étranges, l'aspect cryptique, tout s'y trouve. Je suis convaincu que si les documents interdits sortaient aujourd'hui sur Internet, on pourrait les voir comme une formidable performance d'horreur analogique. À mon avis, Jean-Teddy Philippe a eu, avec sa création, près de 20 ans d'avance. Bon, nous avons eu beaucoup de choses dans cette vidéo. Des faux documentaires diffusés à la télévision, dont un réalisé des années plus tard, de l'horreur analogique, du found footage, et au milieu de tout ça, on ressent vraiment toute l'étrangeté des documents interdits. Et ce qui fait leur force, c'est leur intemporalité. Un found footage qui sort au cinéma, on saura que c'est fictif, et son succès va déterminer un instant T dans l'histoire, pouvant le rendre obsolète au bout d'un certain temps. Mais avec les documents interdits, diffusés à la télévision, de manière plus discrète, ils restent invariablement des artefacts télévisuels qu'on croit oubliés, mais qui refont surface pour nous interroger et nous faire frissonner. S'ils apparaissaient sur le web aujourd'hui, ils seraient vus comme de formidables créations d'horreur analogique et ne perdraient rien de leur qualité. D'ailleurs, ils n'ont rien perdu en termes d'efficacité, de malaise et d'étrangeté, même après toutes ces années. Regardez The Mandela Catalogue ou Local 58. Dans 10 ans, ils seront sans doute toujours aussi pertinents et cryptiques. Et c'est également le cas pour les documents interdits qui continuent de perturber depuis plus de 30 ans. Ce style s'incruste bien plus dans les mémoires que tout autre film d'horreur. Finalement, les documents interdits, c'est un peu comme l'horreur analogique avant YouTube, et comme du found footage avant Blair Witch, toujours en avance d'une époque. Si vous voulez vous aussi vous lancer dans un projet créatif dans ce domaine-là, n'oubliez pas ce qu'a dit Jean-Teddy Philippe. Il faut être persuadé que ce que l'on raconte est vrai. Et voilà, fans de télé, c'était la dernière vidéo de la seconde saison de Cinétrange. J'espère que le sujet vous aura intéressé. En tout cas, moi, c'était le kiff de vous préparer cet épisode. J'ai vraiment découvert une perle en matière de création et je vous invite vraiment à aller visionner les épisodes en entier. Je vous rappelle que le lien pour les louer est en description.
Le premier épisode de la 3e saison de Ciné Étrange devrait arriver d'ici quelques semaines et on va démarrer fort avec un format que vous appréciez particulièrement, les publicités. Et dans cette 3e saison, il y a vraiment énormément de surprises, ça va être génial. Je vous le garantis. Et d'ici là, bien entendu, d'autres vidéos sont prévues. Pour ne rien louper, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. N'hésitez pas à me laisser un bon vieux pouce bleu, à partager et à m'écrire un petit commentaire. Comme d'hab, ça aide grandement la chaîne et ça fait toujours plaisir. Et j'en profite pour vous remercier parce qu'on est de plus en plus nombreux sur la chaîne et c'est toujours autant un plaisir de vous présenter ces différents formats. Merci beaucoup. Et n'oubliez pas, l'étrange, ce n'est que la normalité à un autre niveau. Prenez soin de vous, à très bientôt pour une nouvelle vidéo et bien entendu, bon visionnage.